Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous souhaitons partager avec vous des regards complémentaires, issus d'expériences et de contextes différents, pour, nous l'espérons, nourrir la réflexion collective et éclairer nos pratiques. Nous explorerons aujourd'hui le burn-out, sans tenter d'être exhaustifs. Alors le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel en français, c'est un état d'épuisement physique et émotionnel lié à un stress chronique, spécifiquement dans le contexte professionnel. Donc en théorie, ce terme ne devrait pas être utilisé pour les autres domaines de la vie. Bien qu'il ne soit pas classé parmi les maladies, derrière ce terme, parfois galvaudé, se cache un mal bien réel. Commençons, si vous le voulez bien, par un des aspects auxquels je suis régulièrement confronté, et aussi parce que c'est mon domaine, la faillite du corps. Parce que le burn-out, c'est bien plus qu'une histoire de fatigue mentale ou de ras-le-bol au travail. C'est aussi le corps qui dit stop à sa manière. Le burn-out, c'est en somme un effondrement du corps qui n'arrive plus à suivre le rythme imposé. Et soyons clairs, un burn-out ne survient pas du jour au lendemain. C'est la conséquence d'un stress répété et prolongé, le plus souvent pendant plusieurs mois. Je rappelle que le stress, à la base, c'est une réponse naturelle et normale du corps pour faire face à une situation difficile, imprévue ou perçue comme une menace. Mais quand il devient chronique, le cerveau, lui, il reste bloqué en mode alerte. Et les hormones du stress, cortisol, adrénaline, sont libérées en continu. À force, le corps s'épuise. Le sommeil devient chaotique, la digestion se bloque, le cœur s'emballe, les muscles se crispent, etc., etc. Bref, le corps se dérègle à petit feu, et bien souvent, ça arrive avant même que l'esprit ne s'effondre. Dans mon cabinet, j'entends souvent les mêmes phrases du genre « j'en peux plus, je suis épuisé, je dors mal, je suis devenu irritable, je me reconnais plus, les gosses en pâtissent ». Ces symptômes sont bien réels et souvent invisibles dans les bilans médicaux. Et c'est là toute la difficulté. Ces signes sont vagues et non spécifiques. Ils peuvent faire penser à une maladie, comme un trouble hormonal, une dépression. Oui, parce qu'au passage, une dépression, c'est pas un burn-out, mais ça, c'est une autre histoire. Et quand les examens reviennent normaux, il faut parfois envisager une autre piste, celle du burn-out, ou du moins d'un burn-out en devenir. Pour nous, les médecins, le défi, c'est de relier ces maux du corps à ce qui se joue dans la vie professionnelle. Et souvent, quand ce ne sont pas mes patients qui abordent spontanément le sujet, il suffit d'une toute petite question du genre mais au travail, ça se passe comment ? Bref, c'est souvent à ce moment-là que tout devient plus clair. Alors comment on s'en sort ? Bon, d'abord, il faut s'arrêter. Ça, je crois que c'est clair. Pas seulement lever le pied, vraiment stopper la machine. Le corps a besoin de silence, de sommeil, de lenteur. Il faut qu'il se régénère, qu'il se répare. Ensuite, il faut être entouré. Par son médecin, par un ou une psychologue, par ses proches, par un coach parfois. Le burn-out, c'est une maladie de l'isolement. Si on s'épuise souvent seul, on ne s'en relève jamais sans soutien. Et puis vient le temps de se reconstruire. Réapprendre à écouter ses besoins, à reconnaître les signaux d'alerte, à remettre du sens dans son travail, ou même à en changer. Et enfin, accepter que ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est une réaction humaine face à un excès de pression. Le burn-out, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est souvent le point de départ d'une vie plus juste et plus équilibrée. Bon, je vous ai parlé du corps et maintenant Jean-Christophe va nous expliquer ce qui se joue à un niveau plus profond. À toi Jean-Christophe. Nous l'avons observé avec Julien, le burn-out, s'il trouve son expression première dans le champ du travail, déborde largement cette dimension pour toucher à ce qui reste enfoui et non symbolisé dans la vie psychique. Au-delà de la souffrance du corps et de l'épuisement fonctionnel, il s'agit d'entendre dans l'inconscient les processus qui conduisent à l'effritement des mécanismes de défense du sujet, à l'appauvrissement de son énergie psychique et à la désorganisation de son principe de cohérence interne que l'on nomme le moi. En d'autres termes, il faut bien admettre que nous avons, selon moi, surtout affaire à un conflit intrapsychique latent avec un effondrement de type dépressif que l'on nomme aussi décompensation brutale de l'équilibre mental. Autrement dit, ce que j'ai appelé burn-out auparavant constitue une fragilisation du moi, comme l'illustre parfaitement Picasso avec cet homme maigre et voûté, dont le regard évoque la tristesse profonde, la fatigue physique et psychique. Reconnaissons dès lors que quelque chose s'est certainement produit dans l'histoire passée de l'analysant sans qu'il n'y ait eu accès. Il a par exemple bataillé pour maintenir l'investissement libidinal dans l'objet de travail, autrement dit, investi toute son énergie psychique dans ses tâches professionnelles. Il s'agit d'une logique de répétition qui mène à un morcellement,
du principe de cohérence expliqué tantôt. Plus il s'acharne, plus il s'effondre. Éliminons à nouveau le contenu manifeste, c'est-à-dire le monde organisationnel supposé fautif par ses exigences démesurées. Elles le sont souvent et j'insiste sur ce point, mais nous devons aussi explorer le contenu latent et nous tourner vers le sujet qui présente avant le burn-out un probable terrain propice à la dépression, avec un conflit entre le surmoi qui est le principe d'autorité et le moi. Nous le savons, une dépression a plusieurs déclencheurs et le burn-out ne peut être qu'une seule manifestation d'un déséquilibre plus profond. Ce n'est donc plus exclusivement un chef tyrannique ou une équipe dysfonctionnelle qui sont les uniques responsables, même si, dans un premier temps, le patient projette sur ses figures externes la cause de sa souffrance, car trop déconnecté de sa réalité psychique et de son état dépressif. Je pense à Baudelaire qui évoque parfaitement mes mots lorsqu'il conclut Spleen. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme, l'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Dans ce cas de figure, comment reconnecter l'analysant à lui-même et lui faire entendre que cet effondrement dépressif trouve sans doute son origine dans un excès d'énergie consacré à ses tâches professionnelles, que l'on nomme dans notre jargon surinvestissement libidinal. À mon sens, les travaux d'Assoun présentent un point de vue éclairant sur cette question. Pour lui, le sujet s'épuise à satisfaire les sollicitations répétées de l'entreprise, ce qui nous amène à réfléchir à la notion transférentielle de l'autre. Toujours sans minimiser les exigences de productivité sans cesse croissantes, nous constatons dans nos cabinets que les patients qui souffrent de burn-out cherchent à travers le supérieur une forme de considération symbolique qu'ils n'obtiennent pas et qui progressivement érodent leur narcissisme ou autrement dit la valeur qu'ils s'accordent en tant qu'individus. Dans Ballet, Degas exprime parfaitement cette idée d'épuisement due à l'exigence du monde de la danse avec une grâce apparente qui masque une tension et une fragilité du moi. En d'autres termes, son surinvestissement ne découle pas d'un réel engagement dans le travail lui-même, mais de la volonté de répondre à la demande de l'autre. Il s'agit d'une illusion d'accomplissement symbolique qui ne peut jamais être pleinement réalisée. Cette illusion finit par se transformer en désillusion, ouvrant ainsi la voie à un effondrement psychique et narcissique du sujet. En somme, le burn-out ne saurait être pour moi réduit à une simple réaction au stress professionnel. Il révèle un déséquilibre plus profond, une faille du moi, nourrie par un surinvestissement libidinal et une quête de reconnaissance impossible. Derrière l'épuisement du corps, c'est l'effondrement du sujet dans son rapport à lui-même et à l'autre qui se joue. Et maintenant, un autre regard sur le burn-out avec Frédéric. En tant que consultant, j'aborde le burn-out non seulement comme une expérience personnelle, mais également comme un phénomène organisationnel résultant de l'interaction entre trois niveaux de réalité. La personne, avec ses qualités, ses motivations et son histoire, son rôle professionnel, avec les responsabilités et les attentes qui lui sont associées, et l'organisation au sein de laquelle la personne incarne son rôle, avec sa culture, ses processus, ses contraintes et ses pratiques managériales. Je suis en particulier attentif à l'impact de facteurs organisationnels sur le vécu individuel et collectif, susceptibles d'accroître le risque de burn-out. Plus spécifiquement, 6 domaines clés me servent de point de repère dans ma pratique du coaching et du conseil, tant auprès d'individus que d'organisations confrontées au burn-out. La première dimension est la charge de travail. Quand les exigences dépassent les moyens, le stress s'installe, risque de devenir chronique et peut progressivement mener à l'épuisement. Deuxième dimension clé, le contrôle. Quand ce qui est important dans le travail a tendance à se décider ailleurs et par d'autres, le déficit d'autonomie alimente la frustration ainsi qu'un sentiment d'impuissance. À la longue, cela peut entraîner une démotivation, une perte d'énergie, voire un état de tristesse durable, comme l'a d'ailleurs adressé en détail Jean-Christophe. Troisième dimension clé, la reconnaissance. Si l'effort n'est ni reconnu ni valorisé à sa juste valeur, à la fois financièrement et symboliquement, cela finit par renforcer un sentiment de dévalorisation, une méfiance envers l'organisation, entraînant un désinvestissement professionnel pouvant contribuer à faire perdre le sens même dans le travail. Quatrième dimension clé, les relations sociales.
Si la compétition prend le pas sur la collaboration et le soutien mutuel, notamment à notre époque marquée par l'accélération du rythme de vie et un climat d'urgence souvent permanente, les conflits risquent de se multiplier, la confiance de s'éroder et l'isolement de s'accentuer. Cinquième dimension, l'équité. Un vécu d'injustice qui n'est ni reconnu ni pris en compte va alimenter le cynisme comme mécanisme d'autoprotection et détériorer l'ambiance de travail. Sixième dimension, les valeurs. Un écart entre les valeurs personnelles, celles qui sont affichées par l'organisation, et celles réellement vécues au quotidien, notamment à travers les pratiques managériales, va générer de la confusion et des tensions morales, ce qui va affecter négativement l'engagement. D'après mon expérience, agir sur ces facteurs organisationnels s'avère plus efficace, tant pour sortir du burn-out que pour le prévenir, que de miser principalement sur des formations de sensibilisation, par exemple centrées sur la résilience individuelle. Les 6 facteurs que je viens d'évoquer permettent également de mieux prendre conscience de notre relation au travail, tant sur le plan pratique qu'émotionnel, et d'évaluer la qualité de cette relation, surtout lorsque nous commençons à être dans le rouge. Il s'agit alors de reconnaître, de nommer et de légitimer un vécu encore parfois tabou, en particulier dans des contextes où la course permanente et le manque chronique de temps continuent encore d'être glorifiés. Concrètement, cela passe par des échanges réguliers pour mettre à jour ce qui pèse, ce qui soutient au quotidien, ainsi que par des actions pour rétablir un équilibre dans les relations avec soi-même, avec les autres et avec le travail. Dans cette démarche, nous identifions les marges de manœuvre et les ajustements possibles, ce qui peut être négocié, délégué ou encore faire l'objet d'une évolution de poste, voire d'une reformulation de certaines pratiques managériales ou même de structures organisationnelles. Pour mettre en œuvre des solutions concrètes et durables, je privilégie autant que possible une collaboration en réseau et adaptée à la spécificité de chaque situation. En associant à la fois des acteurs internes et externes à l'organisation, cette approche valorise à mon sens la complémentarité des expertises et permet de bénéficier de points de vue variés, comme nous avons pu le percevoir avec les regards de Julien et de Jean-Christophe. À travers une telle collaboration pluridisciplinaire, nous affirmons également par les actes l'importance du lien et de la relation pour surmonter l'épreuve du burn-out. Pour conclure, je souhaiterais encore ajouter, si le temps me le permet... Oui. Oui, on se dépêche, oui.